Ça dépend surtout du à cette étape là. Oui, voilà. Et enfin, avoir des problèmes, on veut pas ça, non, non, non. Personne ne veut ça. Qui veut ça, quoi? Amine. Coucou les chingus, donc aujourd'hui je vous prépare cette vidéo parce que j'ai reçu énormément de questions sur ce sujet là, les études en Corée, de la langue surtout, et donc je me suis dit alors c'est le moment, il faut faire une vidéo et répondre à vos questions. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et laisser des commentaires si vous aimez bien sûr le contenu de ma vidéo et pour plus de contenu tel que celui-là. Alors en parlant d'études, première chose qui me suis venue en tête, c'est de quoi ai-je besoin? C'est important parce qu'il y a des gens qui pensent que pour étudier la langue, on n'a pas besoin de diplôme. Ce n'est pas vrai. Vous allez avoir besoin d'un diplôme et au moins un baccalauréat ou un diplôme équivalent pour avoir accès à ce genre d'études. Deuxième chose qu'il faut absolument faire avant toute chose, c'est de choisir votre université. Personne ne va vraiment faire ce choix à part vous, car vous êtes seul à savoir vraiment ce que vous voulez, mais je peux quand même vous donner une idée à part entière de ce que c'est ou des universités par lesquelles je suis passée et donc où j'ai eu des expériences et donc de bons retours. Donc moi je vous conseille particulièrement Yonsei Université. J'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment apprécié leur cursus, leur façon d'enseigner, la façon avec laquelle ils valorisent la communication et donnent beaucoup d'importance à la façon dont vous prononcez. Je me rappelle très bien, moi quand j'étudiais à Yonsei, on faisait 1 heure par semaine après les cours avec un professeur de la langue qui va rester avec nous et qui va nous montrer tout simplement comment prononcer tel et tel mot. Donc là, l'accent est très important pour eux, la communication est très importante pour eux, et donc si pour toi aussi la communication est importante, je te conseille Yonsei Université. Sinon, je suis passée par Korea Université. Ils mettent l'accent surtout sur l'écrit. Si vous avez envie de devenir par exemple traducteur, ou si vous avez vraiment envie de faire d'écrire des choses en coréen, de pouvoir écrire vraiment d'une façon correcte, je vous conseille donc Korea University. Sinon, j'ai beaucoup entendu parler de Konkuk University. Apparemment, c'est une bonne université aussi, qui est moins chère que les autres. J'ai eu beaucoup de retours par rapport à cette université, je vous la conseille aussi. Troisième chose à savoir avant de postuler pour quelconque université, c'est le prix tout simplement. Moi je vous dis que les tarifs vont dépendamment de l'université, aussi de la réputation de l'université, donc ça dépend vraiment de l'université quoi. Mais généralement ça ne devrait pas aller plus loin que 6 ou 7 millions de won coréens. Si on partage, c'est 1,5 million par trimestre, ce qui est pratiquement l'équivalent de 13 000 dirhams ou de 1300 dollars ou euros par trimestre chaque 3 mois. Voilà. Quatrième chose très importante, c'est la procédure du visa. Avant de demander le visa étudiant déjà, il faut passer par certaines procédures. Donc déjà, choisir votre université comme j'ai dit. Après avoir choisi l'université, vous allez devoir postuler pour cette université et être accepté d'abord. Pour postuler pour les universités, généralement, ils demandent certains documents, un formulaire à remplir, une copie du passeport, ton diplôme traduit en anglais et bien sûr la traduction doit être certifiée et je pense que vous allez devoir aussi passer par apostille. Donc preuve financière aussi, vous allez devoir prouver que vous avez l'argent pour pouvoir vivre en Corée pendant la durée que vous avez choisie, donc 6 mois ou plus. Mais généralement vous allez devoir prouver que vous avez plus de 10 000 dollars 10 000 dollars sur votre compte ou sur le compte de vos parents, tout dépend de votre situation. Et puis finalement, certaines universités demandent aussi une lettre de motivation pour savoir à quel point vous êtes motivé, pourquoi vous voulez étudier la langue, d'où vous venez, votre bagage, etc., etc. Donc pour accéder aux documents d'admission, après l'acceptation, vous allez devoir payer au moins les 2 premiers trimestres, les 2 premiers termes. Donc vous êtes en fait un peu obligé de faire 2 termes, il n'y a pas moyen de changer ça. Là c'est encore un peu mieux parce qu'à l'époque, moi en 2017, j'ai dû payer toute l'année, pas que les 2 premiers termes, donc ça va quand même. Les 2 premiers trimestres sont généralement répartis sur 10 semaines chacun. Donc après avoir payé, généralement vous allez recevoir votre document d'admission. Normalement vous allez devoir payer dans les 2 mois
avant de commencer vos cours, préférablement, parce que tout simplement vous allez avoir besoin de votre visa. Il vaut mieux avoir votre visa avant de venir ici en Corée. Après, si vous ne pouvez pas avoir votre visa à temps, vous pouvez toujours venir en tant que touriste et puis changer votre visa ici, mais c'est un peu plus compliqué. Après tout ça, vous allez enfin pouvoir postuler pour donc le visa. Vous allez aller à l'ambassade de la Corée. Vous allez donc avoir besoin des documents suivants. Passeport, plus la copie de la première page du passeport. Aussi, il faut que le passeport soit valide pour 6 mois ou plus. Et si l'université a envoyé des documents pour le visa, tel que le document appelé Visa Issuance, je pense ça s'appelle Visa Issuance Document ou quelque chose comme ça, vous allez devoir donner ces documents à l'ambassade aussi. Vous allez devoir payer les frais du visa. Vous allez aussi devoir remplir un formulaire qui s'appelle Health Report, donc en gros par rapport à votre santé, et vous allez devoir signer un consentement de confinement. Et plus le test, bien sûr, le test négatif de Corona, le test PCR négatif. Je vous conseille quand même de checker et rechecker dans le site de l'ambassade pour ce qui concerne la pandémie, le coronavirus, etc. Parce qu'il change à chaque fois et donc il faut rechecker pour être sûr. Il vaut mieux prévenir que guérir. Il faut aussi une photo format passeport, le formulaire de demande de visa rempli, peut-être aussi votre diplôme et finalement une preuve financière. Donc comme pour l'école, vous allez devoir leur montrer que vous avez de l'argent donc pour pouvoir vivre et survivre en Corée pendant la durée de votre cursus. Ça dépendra surtout de l'université que vous allez choisir et de la ville où vous allez vivre. Si par exemple vous choisissez de vivre à Séoul et d'aller à, je dis n'importe quoi, mais à Seoul University ou quelque chose comme ça, vous allez devoir leur montrer que vous avez pas mal d'argent quand même, parce que bon bah vivre à Séoul c'est un peu cher quand même, le loyer est cher, ils veulent pas que les gens viennent ici, qu'ils se retrouvent à ne rien faire et sans argent et avoir des problèmes. On veut pas ça, non non non, personne ne veut ça. Qui veut ça quoi, Amine? Sérieusement, entre nous. Après quoi finalement vous allez pouvoir recevoir votre visa. Une fois le visa en poche, vous pouvez rentrer en Corée dans les 3 mois suivant la réception de votre visa. Alors cette information est importante parce qu'il faut savoir que en arrivant en Corée, vous allez devoir demander ce qu'on appelle la Alien Registration Card, ce qui est l'équivalent d'une sorte de carte d'identité coréenne ou carte de séjour si vous voulez. Et donc cette carte est très importante. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas faire vos études. Il est très important de savoir aussi que pour avoir cette carte là, il faut la demander dans les 3 mois après la réception de votre visa. Donc en fait, il faut être ici 3 mois avant. Enfin je veux dire, il faut être ici dans les 3 mois après avoir reçu votre visa. Dans les 3 mois, pas après. Sinon si il vous arrive de venir après les 3 mois ou de la demander après les 3 mois ou peu importe, vous allez tout simplement devoir payer une certaine somme de dédommagement et d'indemnité. Voilà quoi. Donc autant venir dans les 3 mois. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, avant de venir en Corée, il faut impérativement que vous ayez fait un test et que le test soit négatif. Donc le test PCR de Corona doit être négatif et doit être fait dans les 72 heures avant décollage de l'avion, avant de partir quoi. Une fois en Corée, si vous arrivez du Maroc, il y a certaines démarches à prendre dont je vais parler dans la prochaine vidéo Inch'Allah que je vais faire. Vous allez peut-être devoir suivre certaines consignes pendant 24 heures et donc je vais détailler et parler de toute mon expérience que j'ai vécue en revenant du Maroc. Donc après toutes ces démarches, finalement quand vous allez recevoir votre visa et votre carte d'identité, etc., vous allez pouvoir rester tranquille pendant les 6 prochains mois et ensuite vous allez devoir renouveler votre visa chaque 3 mois normalement jusqu'à la fin de votre cursus. Alors 5e chose très importante à savoir aussi, c'est les règles des universités. Certaines personnes ne savent pas ce genre de choses et enfin je veux dire c'est clair et net parce que ils en parlent tout le temps, ils mettent vraiment l'accent dessus, soulignent et surlignent dessus tellement que c'est impossible de passer à côté de ces règles en particulier. Mais je vais quand même en parler parce que je sais que malgré le fait que les universités mettent l'accent dessus, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent toujours pas que c'est très important et qu'ils peuvent tout simplement rater beaucoup de choses à cause de certaines choses vraiment
débile quoi. Donc les règles à suivre des universités en général, c'est premièrement, il ne faut pas s'absenter plus de 40 heures. À moins que bien sûr tu aies un certificat médical ou quelque chose, et encore, il faut parler avec le professeur, il faut essayer de le convaincre, il faut lui montrer le certificat, et des fois ça marche pas. Donc il faut faire très attention, cette règle est très importante parce que si jamais vous vous absentez plus que 40 heures, eh ben, vos notes vont chuter et vous allez devoir retaper le niveau que vous étiez en train d'étudier. C'est pareil pour les écoles normales aussi, pour les universités normales qui étudient un master ou un bachelor ou quoi que ce soit. C'est tous les mêmes règles partout. Après, si vous ratez un trimestre à cause des notes, car vos notes n'étaient pas fameuses, vous avez quand même une deuxième chance, vous pouvez vous rattraper le deuxième trimestre, donc vous allez devoir le refaire pendant le trimestre prochain. Après quoi, si vous ratez encore le deuxième trimestre que vous refaites, l'université ne vous donnera pas plus de chance. Normalement, les universités virent l'étudiant à cette étape-là. Après aussi pour les 40 heures, j'ai oublié de vous dire que par exemple disant que vous venez ici, vous vous absentez plus de 40 heures, l'université va alerter les services de l'immigration qui va venir vous envoyer des messages à vous, vous demander qu'est-ce qu'il y a, etc. Après, si vous continuez de vous absenter et que vous ne répondez pas à l'immigration, l'université n'aura pas d'autre choix que de vous mettre dans une, disons, blacklist, qu'elle va donc alerter encore une fois les services de l'immigration qui va devoir venir vous déporter. Oui, voilà. Donc parce que tout simplement, quand l'université va alerter la deuxième fois l'immigration, c'est pour demander le retrait de votre carte de séjour. Donc vous n'avez plus de carte de séjour, vous n'avez plus de visa, donc vous êtes obligatoirement déporté. Après, peut-être dans certains cas vraiment très rares, l'étudiant peut essayer d'expliquer sa situation, il peut écrire une lettre, signer dessus, etc. etc. pour genre que l'étudiant ne va pas refaire la même erreur. Tout ça est fait bien sûr au service de l'immigration, mais ça dépend vraiment des cas et des fois ça ne marche pas, des fois même après avoir fait ça, l'étudiant continue de délaisser ses cours, etc. Donc c'est pas vraiment quelque chose qui marche à 100%, donc je ne suis pas sûre, voilà. Donc après ça dépend des cas, voilà. Est-ce qu'il y a des règles par rapport au Covid? Oui, bien sûr, comme partout j'imagine. Les règles du Covid, normalement comme partout, se laver les mains, etc., etc. Ça, on le sait. Ce qu'on ne sait pas, c'est que la plupart des universités vont vous demander de télécharger leur application. Bien sûr, en vous donnant accès à votre identifiant, mot de passe que vous allez pouvoir changer après. Et du coup, dans ces applications, il y a une section absence et présence. Et du coup, c'est là où normalement vous allez devoir retrouver un espèce de QR code, donc un code QR que vous allez devoir flasher à chaque fois que vous rentrez à l'école. Mis à part ça, chaque fois que vous allez rentrer, ils vont mesurer votre température et puis ils vont vous donner une sorte de sticker ou de badge que vous allez pouvoir mettre ici ou là, bref, quelque part où ils puissent voir. Le sticker ou le badge est normalement de couleurs différentes chaque jour ou de formes différentes chaque jour, mais généralement c'est les couleurs, pour que vous puissiez rentrer, sortir de l'université comme vous voulez durant la même journée. Certaines universités alternent entre les cours en ligne et les cours directs. Ça ne dépend pas des étudiants et ça ne dépend pas des professeurs, ça dépend surtout du gouvernement et de ce qu'il décide. Si l'alerte baisse, le niveau de l'alerte baisse, etc., vous allez pouvoir aller à l'école, vous allez pouvoir voir vos camarades, vous allez pouvoir parler avec vos professeurs, etc. Bien sûr, le port du masque est obligatoire. Généralement pour les examens, ils préfèrent les faire en direct, mais des fois quand on est obligé, comme j'ai dit, dépendamment des alertes et du coronavirus, vous pouvez aussi passer vos examens donc en ligne. C'est plus sympa, hein. On est derrière son petit écran, ils voient pas trop ce qu'on fait, peuvent pas trop savoir, mais bon bref, on veut pas de ça, on en a marre en fait de ce coronavirus. Please, go away. Alors quand on parle de vivre en Corée, on parle aussi de budget par mois. Donc j'ai pris en considération mon expérience personnelle et donc j'ai fait un petit budget minimum et un petit budget
maximum. Mais bien sûr, dans le maximum, franchement, il n'y a pas de maximum en vrai. Mais voilà. Donc je vous dis, si vous êtes un étudiant, voilà ce que c'est. En gros, ça va de là à là. Voilà. Personnellement, le minimum c'est 1,5. Donc 1,5 million de won coréen, ce qui est l'équivalent de 13 000 dirhams, 1300, 1200 euros ou dollars par mois. C'est vraiment le minimum car vous allez devoir payer votre loyer aussi, vous allez devoir payer l'électricité, l'eau, toutes ces accommodations, etc. Et aussi vivre, donc manger, sortir, etc. Je pense que 1,5 million c'est vraiment le strict minimum. Après pour le maximum, bon moi j'ai mis 3 millions, donc le double du minimum. Mais après vous pouvez aller jusqu'à 4, 5, 6, franchement, si vous pouvez même être milliardaire. C'est génial, vous allez vivre, vous allez kiffer votre vie, mais je pense que à partir de 3 millions, vous allez être vraiment confortable, vous allez pouvoir vous offrir plein de petites choses, vous allez être vous allez vivre vraiment bien, quoi. Donc en parlant de budget, on va forcément parler de loyer aussi et d'accommodation. Donc pour le loyer, moi j'ai mis une petite liste devant moi là, de 6 différents types de loyer ou accommodation où vous pouvez vivre pendant une certaine période. Donc j'ai mis en premier les guest house, mais franchement je vous mens pas, j'ai aucune idée de ce que ça devient là en ce moment durant le corona, etc. Je ne sais pas. Je sais qu'avant c'était bien, mis à part le fait qu'on vit avec d'autres personnes, que les gens qui viennent sont majoritairement des gens qui voyagent. Donc les guest house sont à pratiquement 10 000 jusqu'à 15 ou 20 000 won coréens par nuitée. Par mois c'est pratiquement 300 000 won coréens, donc l'équivalent en euros serait 230 euros ou 2300 ou 2200 et quelques dirhams. Sinon il y a les shared house ou ce qu'on appelle goshwon. C'est des sortes de maisons où vous allez avoir votre propre chambre, mais vous allez devoir partager la cuisine, les toilettes, les douches, etc. avec d'autres personnes. Des fois c'est ok, des fois c'est pas vraiment ça, on veut son intimité, etc. Mais le prix est abordable. Je dirais un peu proche de la guest house. Donc en euros ça fait pratiquement 300 euros, 3000 dirhams à peu près, voilà. Sinon vous avez les colocations, donc il y a des gens qui n'aiment pas trop vivre seuls et donc qui demandent à avoir des colocataires. Des fois c'est des gens, c'est des étrangers comme vous, des Chinois, des Japonais, des Américains, etc. qui aussi veulent avoir des colocataires. Et donc ce qui est bien dans cette colocation, c'est que vous allez devoir partager donc le tarif du loyer. Donc ça peut aller de 500 000 jusqu'à 1 million de won coréens à partager bien sûr. Donc en fait vous allez devoir payer quoi, 250 euros jusqu'à maximum 400 euros. Après vous avez des studios. Les studios sont généralement petits, mais c'est quand même bien quand vous voulez avoir votre propre intimité. Donc ces studios normalement varient entre 300 à 450 euros, 3000 dirhams par mois à peu près. Des fois même jusqu'à 500 euros, voilà. Ça dépend du quartier, ça dépend du studio, etc. Sinon, la meilleure option, c'est les officetels. Les officetels sont généralement dans de beaux quartiers, ils sont bien fournis, ils sont bien organisés, bien placés, juste à côté du métro. Vous avez aussi les convenience stores, vous avez tout à côté, etc. Donc normalement c'est vraiment bien, mais ça va plus cher. Donc parce que bien sûr vous êtes confortable, et bah le confort c'est un peu cher quand même. Et donc ça va de 700 000 won coréens jusqu'à 900 voire même des fois 1 million de won coréens, ce qui est l'équivalent de 550 euros jusqu'à 700 voire plus. En parlant de logement, il ne faut pas oublier le plus important, c'est la caution ou ce qu'on appelle le deposit ici en Corée. Parce que normalement pour la colocation, le studio ou le officetel, vous allez devoir payer cette caution. Et les cautions ici en Corée varient de 2 millions jusqu'à 5 voire même plus des fois. Millions de won coréens bien sûr. C'est quand même des sommes exubérantes, donc il faut être préparé à devoir déposer une somme pareille, donc genre 2000 euros jusqu'à 5000 euros, voire même plus des fois, que vous allez devoir déposer pour pouvoir louer ce studio ou officetel ou peu importe. Après la caution dépend du quartier aussi, ça dépend aussi des options offertes dans
l'accommodation et ça dépend aussi du tarif du loyer. Donc en fait plus le tarif du loyer va augmenter et plus la caution ou le déposit va diminuer et vice versa. En parlant de ça, je veux aussi parler de l'eau, l'électricité, le chauffage, etc. Parce que moi j'ai eu une expérience, alors là, ouf, mon expérience avec le chauffage en Corée en hiver. Il faut savoir que le chauffage ici en Corée c'est un système totalement différent de celui auquel nous sommes habitués. Donc en fait pour moi je savais pas du tout comment ça fonctionnait au début. Donc en fait ce que je faisais c'est que j'allumais le truc, je le laissais pendant toute la période de l'hiver et je l'éteignais une fois que l'hiver était éteint. Mais en fait c'était pas du tout comme ça qu'il fallait faire. Il y avait un bouton spécial où chaque fois qu'on sort ou quoi que ce soit on appuie sur le bouton, genre on n'est pas à la maison, le truc s'éteint et on n'est pas obligé de payer. Et du coup bah en fait moi c'est pas ce que je faisais, voilà. Donc ouais, j'ai été stupide pendant un certain moment, mais après et j'ai dû payer en fait. Le truc qu'il faut savoir c'est que j'ai dû payer pendant, par exemple pour un mois j'ai dû payer genre 1000 dirhams que de chauffage à cause de cette stupidité que j'ai fait quoi. Donc pour éviter ça, j'aimerais bien que les gens sachent que c'est un système différent et qu'il y a certains boutons. Il faut juste demander aux gens autour de vous, sinon à votre propriétaire, au propriétaire de votre appart ou studio ou peu importe. Il vous montrera comment l'éteindre à chaque fois que vous sortez, etc. pour ne pas gaspiller d'argent. Sinon pour l'eau, l'électricité, c'est très abordable, c'est raisonnable comme prix. Je dirais ça va jusqu'à 40 € maximum. Voilà, par mois, et je pense que c'est abordable. Finalement, je voulais parler des jobs étudiants ou part-time jobs ici en Corée. Avec votre visa étudiant, vous allez pouvoir travailler, mais seulement travailler pour des petits jobs, donc soit dans un petit café ou donc il faut respecter un certain nombre d'heures. Je me rappelle pas, mais je vais essayer de vous laisser en description combien d'heures exactement vous avez droit à travailler pour ne pas enfreindre les lois. Normalement, les 6 premiers mois après avoir reçu votre visa étudiant, vous n'avez pas le droit de travailler. Mais après les 6 mois, vous pouvez donc demander une permission de travail. Et donc une fois la permission de travail accordée, vous allez pouvoir faire des petits jobs, soit des petits jobs d'été ou des petits jobs étudiants, voilà, des petits part-time jobs par-ci et par-là. Donc voilà. On arrive à la fin de notre vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Et si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter comme d'habitude. Et je vous envoie de gros bisous. J'espère vraiment que cette vidéo vous a aidé. Je sais que ces informations sont importantes et j'espère que ça vous a été d'une aide, d'une quelconque aide. Voilà. Donc gros bisous. À bientôt.